Et si je pars demain, qu'est-ce que je laisse ? Des messages. Mamie raconte, c'est le podcast Héritage. Il faut que tu saches que j'ai beaucoup hésité à enregistrer cet épisode. J'ai aussi pensé l'enregistrer, mais ne pas le diffuser, le laisser quelque part pour qu'on le trouve peut-être un jour, ou pas. Mais finalement, cette histoire, c'est l'histoire de Félix. Je le vois souvent assis dans le salon à regarder l'album de leur naissance à Louise et lui. Son histoire, c'est notre histoire. Ça a bouleversé notre famille. Et pourtant, quand je regarde cet album photo dans lequel j'ai consigné chaque détail, j'ai du mal à croire qu'on a vécu tout ça. Ça me semble irréel. Alors, c'est à toi que je m'adresse, chère petite fille, cher petit-fils. Toi qui as Félix comme papa ou comme tonton. J'espère que, dans cet épisode, tu n'entendras pas qu'une histoire de bébé gravement malade ou d'une chirurgie lourde et difficile. Ce que je voudrais te transmettre avant tout, c'est de l'espoir. Parce que l'histoire de Félix, c'est une histoire à la fois terrible et magnifique. Ainsi donc, alors qu'on nous disait en 2004 qu'on avait autant de chances d'avoir des enfants ensemble que de gagner au loto, la science nous a permis de réaliser notre rêve, nous étions une famille. Une famille de 4, et nous allions devenir une famille nombreuse. Un jour, j'ai entendu que les grossesses dues à une PMA, une procréation médicalement assistée, sont aussi appelées des grossesses précieuses. Bon, alors je ne sais pas si c'est justifié, mais en ce qui nous concerne, en effet, étant donné qu'il s'agissait d'une fécondation in vitro, et qui plus est une grossesse gémellaire, nous avions plusieurs rendez-vous prévus chez les médecins. Le 17 novembre, nous avons rendez-vous pour un suivi chez Sylvie, ma gynéco. Oh, un épisode ne suffirait pas à la décrire. Elle est tout simplement fantastique. Extraordinaire. Je sais pas ce qu'on aurait fait sans elle. Elle nous donne une photo des bébés, une photo que j'adore parce qu'on les voit bien tous les deux sur la même image. Chacun est dans sa petite bulle et semble jouer sans ennuyer son voisin. Sylvie me dit qu'il faut en profiter parce que bientôt on ne pourra plus les photographier ensemble, ils prendront trop de place. Elle explique aussi qu'elle ne pourra pas faire le test de dépistage pour détecter la trisomie 21, c'est pas possible avec des jumeaux. Alors, elle nous recommande de prendre rendez-vous avec un autre médecin pour faire une échomorpho précoce. Une échomorpho, c'est une échographie avec un appareil qui permet d'évaluer avec plus de précision la morphologie et le développement du fœtus. Ça permet de détecter d'éventuelles malformations. Alors d'habitude, cette écho, on l'a fait vers le 5e mois de grossesse, mais dans notre cas, avec des jumeaux, on devait donc y aller plus tôt, au début du 3e mois. Sylvie nous explique qu'on va mesurer notamment la clarté nucale, c'est l'épaisseur d'un espace qui est rempli de liquide et qui est situé sous la peau, à l'arrière du cou du fœtus. Ça permet d'évaluer le risque de certaines anomalies chromosomiques, comme la trisomie 21 justement. Bon, ok, mais ce rendez-vous il tombe un peu mal pour nous parce qu'il est prévu le samedi 28 novembre et ce jour-là, on reçoit Saint-Nicolas. Je l'ai dit avant la naissance de Lucie, au plus profond de ma tristesse de ne pas avoir d'enfant, j'ai fini par détester les fêtes. La Saint-Nicolas, par exemple, c'était très difficile pour moi. Quand je voyais les cadeaux dans les magasins, l'excitation des enfants faisant la file pour rencontrer le grand saint, moi ça me faisait de la peine en fait. Alors j'ai juré que si un jour on avait la chance d'être parents, j'allais inviter chaque année Saint-Nicolas en personne pour ramasser lui-même les lettres des enfants sages au cours d'un grand goûter. Et j'ai tenu ma promesse. Quand Lucie était toute petite, on a commencé avec quelques enfants. Et puis ça s'est développé d'année en année, et là, le 28 novembre 2009, on attendait 40 enfants et leurs parents. Oh, j'ai passé des heures en cuisine à préparer des gâteaux, des biscuits faits maison, j'ai aussi fait des brochettes de bonbons, tout ce qui pouvait émerveiller mes invités. Ok, alors, on se rend à ce rendez-vous chez le médecin pour l'échomorpho et pour une fois, je me sens cool. C'est vrai que pour Lucie et Maëva, j'étais plutôt terrifiée à l'idée de découvrir un problème cardiaque, mais le médecin s'était un peu moqué de moi, il m'avait dit « Ah ben oui, bien sûr, les infirmières, mais ce sont les pires patientes du monde !» Et alors chacune sa spécialisation, Par exemple, une infirmière en néonat, elle va faire quoi ? Elle va stresser d'accoucher prématurément. Et donc vous c'est quoi, la cardiaque ? Mais enfin madame, c'est pas parce que vous travaillez en cardiaque que forcément vos enfants auront un problème cardiaque. Comme tu l'entends, il n'y allait pas par 4 chemins. C'est un peu perturbant la première fois.
Pour Maëva, j'ai encore été surprise, mais cette fois-ci, je sais à quoi m'en tenir. Je lui parlerai donc pas de ma profession. Et puis je l'ai dit, de toute façon, j'y vais sereine, je suis sûre que tout ira bien. Alors je m'installe sur la table, je me tortille un peu, je me tourne vers la droite pour regarder son écran. Il marmonne et me demande de regarder droit devant moi. Ah oui, c'est vrai, il faut pas le déranger. Il y a une télé qui permet de suivre l'examen tout en le laissant se concentrer sur son travail. Il mesure un truc, puis un autre, puis encore un autre. Ah, il pense voir 2 filles. Vincent et moi, on se regarde et on rigole, oh là là. Une maison pleine de gonzesses. Je dis rien sur le coup, mais je suis déjà prête à ressortir Joséphine dès qu'on sort d'ici. J'espère que Vincent acceptera ce prénom cette fois. Et puis, je réalise que le médecin mesure, et remesure encore quelque chose. C'est la clarté nucale du bébé qui est en bas de l'image. Mais pourquoi ça prend tout ce temps ? C'est long. Si long. Et silencieux. C'est trop silencieux. Alors je demande, c'est la clarté nucale, ça ? Et sa réponse est violente. Oui, et elle n'est pas bonne. Je sais pas combien de temps il faut avant que je me ressaisisse. Je demande, et qu'est-ce que ça implique ? Le médecin est calme, il continue de mesurer, et il me répond, écoutez, pas d'inquiétude dans l'immédiat, les images que je vois sont plutôt rassurantes, et puis vous savez, c'est pas forcément une trisomie 21, c'est peut-être un problème cardiaque. En tout cas, c'est trop tôt pour le savoir. Il faut attendre une ponction de liquide amniotique, et ça se fera vers la 17e semaine. Je suis KO. Je bredouille, mais vous vous souvenez où je travaille ? Je travaille au bloc, en cardiaque. Et là, il me répond, ben oui. Eh ben donc vous savez qu'il y a des choses qu'on opère bien. Et puis il nous parle d'un risque de microdélétion du chromosome machin, enfin bref, personnellement j'entends plus rien. J'essaye de retrouver de l'oxygène, j'étouffe, j'ai l'impression d'être dans un cauchemar. Attendre 5 semaines pour savoir, mais comment on va faire pour tenir jusque-là ? Et alors là, cette phrase incroyable, il me dit « Vous savez, au pire du pire, on pourra toujours arrêter la croissance de ce fœtus-là et laisser l'autre continuer. » Ah ouais. Ah bah ça aussi, c'est une phrase qui mérite d'être dans le top des phrases cons et inoubliables. Il commence à y en avoir beaucoup d'ailleurs. Quand on sort de là, il est plus de midi, la ribambelle d'enfants débarque chez nous à 14h pour voir Saint-Nicolas. Alors, show must go on. Les 5 semaines suivantes, elles sont longues. On voit Sylvie plusieurs fois, ces images la rassurent aussi, nos 2 petites filles semblent aller bien, elle n'est pas inquiète. On fête le réveillon du Nouvel An avec Pat et Fifi, 1er janvier. Dans 3 jours, on saura. Oh là là, mes nuits sont agitées, je rêve du docteur Rubé, le chirurgien cardiopédiatrique avec qui je travaille. Je rêve qu'il opère notre enfant. Je suis comme dans le plafond de la salle d'opération et je vois la chirurgie. C'est super bizarre. Le 4 janvier 2010, enfin, nous sommes à l'hôpital dans une unité qui s'appelle le DAN, diagnostic anténatal. On est très silencieux. On laisse l'assistante prendre ses mesures sans l'interrompre constamment par des « et ça c'est normal, et ça c'est normal ». Elle confirme, elle voit 2 filles. Ok, c'est génial, mais elles vont bien toutes les 2 ? Le superviseur arrive, je l'ai choisi parce qu'il est super gentil, c'est comme un grand nounours sympathique, je me sens en sécurité avec lui. Il commence par vérifier les sexes, il nous dit « mais, monsieur, madame, mais vous attendez un fils et une fille, regardez !» Ah ben oui, ça alors, ça y est, on le voit nous aussi, pas de doute, c'est un garçon là. Mince alors, mais regarde, c'est fou, il y a un garçon et une fille. Oh là là, mais c'est ce qu'on appelle le choix du roi. On rit en parlant des travaux qu'on a entamés dans la maison. On vient de péter le mur entre les 2 salles de bain en se disant que les 4 filles préféreront avoir une grande pièce pour mettre toutes leurs bricoles quand elles seront ados. Mais notre grand nounours est déjà passé à autre chose. Il est sur le cœur du petit gars. Et il ne sourit plus. Je regarde l'écran, et là, je le vois. Le canon de fusil. C'est un canon de fusil. C'est la dernière fiche technique que j'ai mise à jour avant mon congé d'écartement, alors je m'en souviens bien.
En introduction, j'explique que normalement on ne peut pas voir l'aorte et l'artère pulmonaire sur le même plan puisque ce sont des vaisseaux qui se croisent. Mais dans le cas d'une transposition des gros vaisseaux, l'aorte et l'artère pulmonaire sont côte à côte. Et ça donne une image caractéristique, une image comme un canon de fusil. Et là, sous mes yeux, c'est la même image que je vois. Notre petit garçon a une transposition des gros vaisseaux. Vincent parle toujours de sa salle de bain en riant. Je lui prends la main, je la serre fort. Il comprend tout de suite qu'il y a un problème, mais je suis incapable de parler. Je regarde le médecin qui nous dit « Je vais revenir sur le petit plus tard, il est mal mis, je vois pas bien. » Oh, si tu vois. Même moi, je le vois. Mais tu sais pas encore comment nous annoncer ça. Tu nous laisses un peu de répit. Dès qu'il nous dit « Écoutez, je crois que j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer », tout va très vite. Je le coupe. Je dis « Je sais. Il y a une TGV. » Le médecin apprend à ce moment-là que, en fait, je suis infirmière au bloc en cardiaque. Il demande un second avis et, en quelques minutes, on a 6 médecins qui observent notre écho. Ils ont tous une tête désolée et je crois qu'ils le sont sincèrement. Vincent demande qu'on lui explique calmement de quoi il s'agit. Il a toujours aimé lire les techniques opératoires que je mets à jour. Et il se souvient de celle-là. Il me regarde et il me demande « Attends, la transposition des gros vaisseaux, c'est bien dans cette pathologie-là que tu dis à la fin que si l'enfant passe l'opération et sort des soins intensifs, il a une vie normale. C'est bien ça ?» Vincent, éternel optimiste. Mais il a raison. Alors je me ressaisis rapidement. Les médecins continuent de s'excuser tous autour de nous. On est désolé de vous annoncer ça, on est vraiment désolé. Je m'assois sur la table d'examen et je remonte le moral des troupes. Notre équipe au bloc, elle est formidable. Le docteur Rubé, c'est un chirurgien hors pair. Il va soigner notre fils. Oh, j'imagine bien que ce sera pas facile à vivre pour mon équipe, mais ils vont le faire. Ce sont des pros. Sa petite sœur, elle a besoin de lui. De toute façon, on a tous besoin de lui. On l'aime déjà. Il sera fort, il peut pas nous laisser. On a déjà eu assez de merde. Cette histoire, elle se terminera bien. Des infirmières qui assistent à la ponction, à la généticienne qui vient faire notre anamnèse, tous nous parlent de notre courage face à ce diagnostic difficile, mais ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'on n'a pas le choix, on peut pas baisser les bras. Nos 2 bébés vont vivre une terrible épreuve, et nous, ce qu'on doit faire, c'est croire en eux, de toutes nos forces. Tu sais, j'oublierai jamais ce moment-là, ce que j'ai ressenti, cette énergie qui se mobilise pour combattre quelque chose d'immense et de terrifiant. L'annonce de cette nouvelle à nos proches, elle est directe. On appelle et on dit « Bon, écoutez, il y a un vrai problème, on attend un garçon et une fille, mais le petit bonhomme, il souffre d'une pathologie cardiaque grave. » Il y a des gens qui pleurent, il y a des milliers de questions, il y a aussi des phrases maladroites comme « Mais vous savez, c'est vraiment très très grave ça !» Sans blague. On comprend alors qu'on va vraiment devoir s'armer pour préserver notre positivisme. Pour nous, c'est la clé de la réussite. Le docteur Rubé nous l'a bien dit, vivez une grossesse calme et la plus longue possible. Il nous a expliqué que la meilleure chance qu'on puisse donner à notre fils, c'est de veiller à ce qu'il prenne suffisamment de poids pour être assez fort et supporter l'intervention. Il fallait donc tout faire pour que les bébés grandissent bien et que la grossesse soit menée le plus proche possible du terme. On prend le temps d'expliquer clairement la situation à notre entourage. Ensuite, on commence notre litanie. Non, nous ne voulons pas voir les gens pleurer. Pour nous, pleurer, c'est le signe qu'on baisse les bras. Ceux qui se sentent flanchés ne doivent pas venir chercher du réconfort auprès de nous. Nous, on veut rester solides. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on refusera toute visite lors de la naissance. La fête, on la fera après, quand tout le monde sera sain et sauf à la maison. Certains comprennent, d'autres pas. Tant pis. Comme le dit Vincent, notre énergie ne doit pas être dépensée pour ces gens-là. On choisit aussi les prénoms. Avant la grossesse, on hésitait, mais maintenant ça semble évident. Ce sera Louise et Félix. Le grand-père de Vincent s'appelait Félix. Celui qui est heureux, celui qui a de la chance, c'est parfait. Et si on prend le grand-père de Vincent, on peut aussi prendre le mien, Louis, et ce sera donc Louise. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Combien de temps déjà ? 19 semaines minimum. C'est parti. Alors, ces semaines, bien sûr, elles sont longues, mais la vie continue. On retiendra le carnaval, la fête des mères, la fin de Sifer, les soupers chez les copains. Ça, ce sont plein de bons souvenirs. Et dans le registre bienvenue dans le top des phrases cons et inoubliables, on a récolté pas mal de belles choses aussi. Avec celle-ci qui est quand même au top du top toute catégorie. Un jour de mai,
On est à une fête de famille, une communion où il y a plein de monde, dont des invités que je connais pas. Et là, une bonne femme vient s'asseoir près de moi. Il faut m'imaginer enfoncée dans le fauteuil avec mon bide XXL. Elle me regarde et demande « C'est le garçon ou la fille qui est malade ?» Je réponds « C'est le garçon. » Et là, elle me dit « Ah bah ça c'est dommage, ça aurait été la fille, t'en avais quand même déjà 2 autres alors. » Qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens comme ça ? J'en sais rien, j'ai toujours pas la réponse. Mais ce qui est clair, c'est que j'ai pris mes clés et je suis rentrée chez moi immédiatement. Tu vois, une image me vient à l'esprit pendant que je te parle. Peut-être que tu connais Harry Potter. Dans les reliques de la mort, au moment de la bataille finale, quand McGonagall lance le sortilège Pier Totum Locomotor, c'est l'un de mes passages préférés. Les statues du château s'animent et McGonagall dit « Poudlard est menacé. Faites votre devoir, protégez-nous. » Ensuite, les professeurs lèvent leurs baguettes et lancent une incantation pour construire un bouclier magique géant. Ils disent « Protego Maxima, Fianto Duri, Repello Inimicum ». C'est un peu ça. Je pense que dans la vie, quand t'es confronté à des choses difficiles, mieux vaut t'entourer de personnes qui sont des ressources, des personnes avec qui tu vas pouvoir construire une forteresse. Protego Maxima, pour une protection maximum. Fianto Duri, pour renforcer la solidité de la barrière, la rendre quasiment indestructible. Repello Inimicum, pour repousser les ennemis. Empêche tous ceux qui pourraient te prendre de l'énergie de t'approcher. Les jumeaux naissent le 31 mai. On était bien entourés, imagine un peu, 2 gynécos, 2 sages-femmes, les intensivistes pour Félix l'anesthésiste. Ça, c'est ce qu'on appelle travailler en équipe. Et quand j'y repense, on voyait déjà bien leur personnalité à tic et tac. Félix a crié. Il a crié genre « Hey, surprise !» Alors, on pensait qu'on allait devoir me ranimer, c'est ça ? Eh ben non, regardez, je crie comme un grand. On a même le temps de faire une photo si vous voulez. Bon allez, je vous laisse maintenant, je vais pioncer en soins intensifs. Et Louise, Louise c'était plutôt... Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce chahut ? Bon écoutez, donnez-moi à manger, un petit lit et foutez-moi la paix. Ouais, Louise, elle était zen. Et en même temps, elle pouvait parfois être très contrariée. Il lui manquait un truc en fait. On a bien essayé de l'arnaquer avec un coussin de noyau de cerise bien chaud dans le dos pour simuler la présence de son jumeau, mais bon, ça n'a pas fonctionné longtemps. Oh tiens, je vais te partager l'un de nos plus beaux souvenirs à la maternité. Il est minuit, c'est la première nuit, et une sage-femme vient dans ma chambre. Elle me demande comment je vais. J'explique que j'ai hâte d'être au lendemain pour aller voir Félix. Et elle me répond, vous voulez le voir ? On y va maintenant alors. Mais oui, je vous emmène, allez hop. Louise, tu vas dans les bras de ta maman, papa, il m'aide à pousser le lit et on descend sur l'intensif tous ensemble. Je me souviens plus du nom de cette sage-femme, mais oh là là, mais merci de l'avoir mis sur notre chemin. Quel bonheur immense de se retrouver comme ça à 4 en pleine nuit. On était ensemble, c'était vraiment le bonheur total, même s'il fallait composer avec tous les spaghettis de Félix. C'est comme ça que les infirmières appelaient ces tubulures et tous ces trucs qui servaient à le monitorer. Les infirmiers. C'est un beau métier, ça, quand même, infirmier. Mais alors là, crois-moi bien, depuis le 4 janvier, j'étais plus une infirmière du tout, moi. C'est comme si j'avais mis mon savoir dans une grande valise et je l'ai perdu quelque part. Et c'est comme ça que je me suis réjouie de voir Félix grossir après quelques jours. J'ai dit « Oh, c'est un bon signe, ça, c'est bien !» Et on m'a regardé avec un air un peu dépité. Non, en fait, c'est pas tellement bien. On attendait qu'il grossisse, en effet, mais là, ce qu'il fait, c'est qu'il décompense. Alors il va falloir y aller, il va falloir l'opérer. Oui, même s'il n'a pas atteint le poids qu'on attendait pour cette intervention. Bon alors, je vais pas entrer dans les détails. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à lire l'album photo pour comprendre à quel point ça a été une chirurgie et un post-op très difficile. Je pense que c'est pas pour rien que le docteur Rubé nous a dit, trempé de sueur après l'intervention, « Merci pour le cadeau, je m'en souviendrai longtemps, sans doute toute ma vie. » Oh nous non plus, on n'oubliera jamais le 8 juin. On a appelé ce jour le jour du petit cœur à l'envers. C'était une journée épouvantable. On a vu passer chaque seconde. Et Louise a fait un truc complètement fou. Elle n'a pas mangé ce jour-là. J'ai même appelé la pédiatre pour demander ce que je devais faire. « Allô, madame, elle ne mange pas. Elle a les yeux fermés, les sourcils froncés, ses petits poings tout serrés. Qu'est-ce que je dois faire ?» La pédiatre m'a répondu « Mais madame,
C'est une journée difficile pour elle aussi. Laissez-la tranquille, elle finira bien par manger de toute façon. Eh bien ça aussi, c'est l'un de nos plus beaux souvenirs. Le soir, quand on a pu voir Félix aux soins intensifs, j'ai pris Louise dans sa poussette et j'ai dit « Bon, il est là ton frère, maintenant faut manger ». Elle a ouvert les yeux, elle l'a regardé, elle m'a regardé, et hop, elle a commencé à boire. De la patience. Voilà ce qu'on a dû travailler durant cette période compliquée, la patience. Au début, c'était 1 heure après l'autre. Il a fallu du temps pour dire un jour à la fois. Mais chaque progrès, même infime, était une source de joie immense. On a enlevé un tuyau, génial! On a arrêté un médicament, youpi! Oh, et à propos de médicaments, tu sais ce qui a été encore plus efficace que tous ces produits? Eh ben, c'était Louise. Quand on la mettait près de Félix, on voyait son cœur s'apaiser sur le monitoring, c'était dingue. Je regrette de ne pas avoir eu la présence d'esprit de faire un film ou une photo de ces moments. À l'instant où je te parle, les jumeaux ont 14 ans et on continue d'écrire chaque année à l'ensemble des soignants qui ont gravité autour de nous pendant cette aventure particulière. On tient à leur rendre hommage, les remercier pour leur travail, parce que non, on n'oubliera jamais. Et j'ai bien l'impression qu'en fait, Félix n'oubliera jamais non plus. C'est une impression qu'on a. Il nous semble que Félix, il a un truc particulier. Pour lui, rien n'est grave, tout est beau. T'inquiète, je gère. C'est d'ailleurs ce qui a été écrit sur son t-shirt le jour où il est tombé de trampoline, il s'est cassé le bras. Il a couru à travers tout le jardin avec un bras complètement déformé en nous disant « Mes os sont cassés, mes os sont cassés !» Oh, il a un seuil de douleur super élevé ce gamin. Ouais, t'inquiète, il gère. Ça c'est Félix. Il peut me courir sur le haricot parce qu'il s'implique pas dans ses devoirs pour l'école. Et puis il passe à côté de mon bureau, il me voit et il fonce me faire un câlin. Maman. Félix. Je suis pas contente. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Il a déjà oublié. Pourquoi? Parce que c'est pas grave en fait. C'est sa philosophie. La philosophie d'un petit lion qui a dû se battre dès sa naissance et pour qui aujourd'hui, qu'est-ce que la vie est belle. Finalement, c'est inspirant pour chacun de nous, tu trouves pas?